Ça commence en novembre 1969. Je suis un chirurgien cancérologue. Je m'occupe de patients jusqu'à la fin, dont les patients en fin de vie. Et on ne sait pas comment faire. On n'a pas d'unité, on n'a pas eu de formation. Mais par hasard, je découvre une maison ou un hospice qui a lieu à Londres, qui s'appelle l'Hospice Saint-Christophe. Et j'y vais. Je découvre un nouveau monde. Et je décide de changer notre monde. Puis il y avait une très belle phrase qui avait été dite par Thérèse Vanier, qui était médecin à Saint-Christophe, et qui lui disait « Quand il n'y a plus rien à faire, bien, tout est à faire ». Alors ça, lui, ça l'a stimulé. Et puis, non, il est devenu de la dynamite pour les soins en fin de vie. Parce que la phrase habituelle, c'est de dire aux malades « La maladie est tellement avancée, il n'y a plus rien à faire ». Mais ça, c'est une claque très, très difficile à prendre. Elle a rajouté « Tout reste à faire ». Alors, c'est ça qu'on ne savait pas. Et c'est ça que j'ai découvert à Saint-Christophe. La fin de vie, c'est une aventure. C'est une aventure familiale qui doit être épaulée par des compétences. Et on a pensé à ouvrir une maison. Ça n'a pas été facile. Ça a pris 16 ans avant de réussir. Combien de fois on a eu envie de lâcher? On se disait, on ne peut pas laisser tomber ça comme ça. Là, il y a tellement de gens impliqués, il faut continuer. Mais par bout de temps, on se disait, ça ne marchera pas, il y a trop d'obstacles. Mais mon mari partait en guerre. Il trouvait quelqu'un pour l'aider encore, puis trouver quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Puis c'était toujours la même histoire. On finissait toujours par y arriver. Changer des habitudes, c'est très, très difficile. Dans n'importe quel domaine. Et dans le domaine des mourants, c'est très émotif. On ne savait pas, hein. C'était nouveau. C'est l'ignorance. Oui, les gens ne savaient pas, les gens. Parce que moi, je me disais, pourquoi tant de difficultés pour mettre sur pied une maison aussi nécessaire? Alors, mais c'était comme ça. Écoute, des médecins disaient, mais ça n'a aucun sens, mettre 15 mourants dans une bâtisse, dans une maison, tous ensemble, ça n'a aucun sens. Pour comprendre, il faut connaître comment ça se passait dans les hôpitaux. Les chambres de 2, 3 et 4 lits, avec une personne qui est mourante. La famille n'a aucun espace, sauf une petite chaise dure. Et je vous donne l'exemple de madame qui est appelée par l'infirmière parce que son mari va mourir et qui est arrêtée devant l'ascenseur parce que ce ne sont pas encore les heures de visite. Et quand elle arrive en haut, son mari est décédé. Alors tout ce contexte-là a fait que quand on a dit à tout le monde qu'on mettrait un milieu favorable pour le patient et pour sa famille, mais tout le monde a acheté l'idée. Sauf ceux qui s'objectaient pour des raisons autres. Mais la plupart des gens, la population en général, a accepté cette idée-là. On veut une maison. Et c'est comme ça que c'est un peu pour ça que c'était si difficile. Parce qu'on changeait complètement le mode de fonctionnement auprès des mourants. Juillet 1983. Oh, ça se souvient très bien. On reçoit une lettre signée par Pierre-Marc Johnson dans laquelle il nous permet de construire en mettant quelques conditions et il nous rend millionnaires. Il nous donne 1 million pour les 5 premières années d'opération. Alors ça a été, pour nous, c'était un boom extraordinaire. Oui. Et ça a tout déclenché. Son copain qui était ministre des Affaires culturelles nous a passé le terrain. Et dans la population générale, les gens ont réalisé que le gouvernement, parce qu'on se faisait dire, mais il n'y a personne qui vous croit. Mais c'est faux. On a convaincu des centaines d'individus, d'organismes, à ce concept de mettre des patients en fin de vie ensemble avec leur famille. Et ça a été, je pense, la force qu'on a eue, c'est une force de conviction.
Alors, il y avait des maisons existantes. Moi, je me rappelle d'être allée à New Haven, où il y avait une maison de 44 lits, mais c'était payant, les malades devaient payer, tandis que nous, ce qu'on offrait, c'était des soins gratuits. Alors, ça aussi, il fallait faire comprendre aux gens qu'on aurait les moyens de le faire parce qu'on aurait de l'argent, on en trouverait, puis il fallait être optimiste. il fallait faire confiance à la vie. Quand le ministre a décidé de nous permettre de construire, il y avait des centaines et des centaines de personnes qui s'étaient impliquées, qui avaient adopté le projet et qui s'engageaient. Et quand on a ouvert la maison, on n'a pas trouvé de difficulté à recruter le personnel. Il était déjà dans le groupe. C'était des centaines de personnes, ça, dont plusieurs bénévoles. Finalement, Merveilleuse Maison, là, que les familles ont adopté comme terme, c'est dû aux personnes qui y travaillent. Encore après 33 ans, c'est les personnes qui travaillent à Maison Michel Sarrazin, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient les infirmières, travailleurs sociaux ou les bénévoles, c'est du monde ce sont de belles personnes, du monde merveilleux. La souffrance n'a pas de sens. Il faut la soulager. Et le sens qu'on donne en soulageant la souffrance, c'est de permettre de vivre jusqu'à la fin. Alors aujourd'hui, c'est encore plus important ce sens qu'on donne à la souffrance. Si on vous l'enlève, vous allez avoir une vie qui va être pleine. Et si votre famille joue le jeu, vous allez avoir une vie, une mort familiale. Alors dans ce contexte-là, je pense qu'on a changé le mourant. On a changé le monde des mourants en créant un lieu où la mort a un certain sens, un sens familial.